tiens à remercier le bureau du FORSC, dont j'entends beaucoup parler. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Et bien sûr, je tiens à remercier les laboratoires Altea de m'avoir invité. Et donc, on m'a demandé de parler de la prise en charge du couple infertile avec quelques guidelines dans la prise en charge chez l'omnipraticien. Je ne sais pas si je peux avoir un... Il est là. Pardon. Donc, je vais... Pardon. Alors, parler de l'infertilité du couple, c'est important d'avoir quelques chiffres et j'essaierai de passer rapidement. Il faut savoir que la SMMR est une société que j'ai le plaisir d'avoir fondée et de présider encore pour quelques mois. Nous avons fait la première étude africaine et pratiquement une des premières études dans le monde au niveau d'un État, à l'échelon d'un État. Et au fait, nous avons voulu savoir exactement c'est quoi et quel est le problème de l'infertilité au Maroc. Et donc, on a des chiffres assez précis, c'est 12% de la population marocaine qui souffre d'infertilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 1 850 000 Marocains et Marocaines qui souffrent d'infertilité, comme quoi ce problème fera et fait partie indéniable de votre panel de patients et de patientes que vous voyez au quotidien. Alors, l'homme et la femme aujourd'hui se partagent la responsabilité, je dirais même plus. L'homme aujourd'hui va probablement prendre le dessus dans ce problème et tant mieux pour les femmes parce que c'est une pathologie où la misogynie règne de façon certaine, surtout dans nos contrées, et l'homme se sent toujours fertile et ne se sent pas du tout souvent concerné par ce problème. Et bien sûr, il y a quelques 10 à 15% de causes ou d'infertilité inexpliquées. J'aimerais bien revenir là-dessus, si vous voulez, un moment ou lors des questions, parce que c'est des problèmes qui nous posent un souci de délai. Ces couples, quand on leur dit vous n'avez rien, ils ont l'impression que c'est une fatalité et ils vont attendre des années, alors que le problème est tout autre. Alors, comme je vous ai dit, ce problème nous amène à une identification à la féminité. C'est un poids social énorme. L'étude de la SMMR a montré que plus de 30% des couples qui souffrent d'infertilité arrivent au tribunal pour un problème de divorce. Donc, c'est un véritable souci et un problème de santé publique. Alors, au Maroc, il faut savoir que le délai de consultation est encore long. Il est de 4 ans, 4,5 années, alors qu'en France ou dans d'autres pays, il est en moyenne de 2 ans, sachant que le temps est un élément extrêmement important dans la réussite de la prise en charge. Qui dit temps, dit année, dit âge de la femme, et on sait aujourd'hui que l'âge de la femme est un élément extrêmement important dans la prise en charge. Il faut savoir aussi que la moitié de ces couples, quand on parle d'infertilité, on a tendance à parler de fécondation in vitro. Ce n'est pas vrai. La moitié de ces couples vont arriver à concevoir, parfois par des moyens très simples. Un petit traitement antibiotique, une simple stimulation ou induction de l'ovulation va permettre de résoudre le problème chez ces couples et probablement à votre niveau, mais à condition que ces couples soient diagnostiqués de façon correcte et adéquate. Alors, il faut avoir une maîtrise des connaissances et des mécanismes de fertilité pour une bonne identification et résolution du problème. Et bien sûr, votre intervention, à mon avis, est précieuse à plus d'un titre. Elle sert d'abord à rassurer quand il n'y a pas de souci. Elle sert à faire un bilan, démarrer carrément une prise en charge ou orienter vers un centre spécialisé quand il s'agit d'un processus plus complexe. Alors, l'OMS a défini, je pense que vous le savez tous, c'est 12 mois de rapports sexuels non protégés, avec une moyenne de 2 rapports sexuels par semaine. Si c'est plus, tant mieux pour le couple. Mais par contre, après 35 ans, ou quand il y a déjà une anomalie qui peut interférer sur la fertilité, comme une femme qui a des troubles du cycle, un homme qui a déjà été opéré pour une ectopie testiculaire, par exemple, n'attendez pas un an. Je pense qu'au bout de 6 mois, et après 35 ans, vous pouvez déjà démarrer un petit bilan pour voir s'il y a des anomalies. Alors, le couple, je vous ai dit, se partage la responsabilité, on y reviendra, pratiquement 35% de causes masculines, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais j'avais déjà anticipé il y a 1 an sur la recrudescence de l'infertilité masculine. J'ai été conforté dans mes idées, puisqu'une étude est sortie sur Human Reproduction
en 2023, en janvier, qui a fait un tollé au niveau mondial et qui a démontré de façon claire que l'homme, la fertilité masculine décline à une vitesse extrêmement importante. Et c'est pour ça que l'OMS a déjà revu ses critères au niveau en ce qui concerne le spermogramme. Pour parler des causes, je vous ai parlé de l'âge. Ben voilà, cette diapositive, il faudrait s'en rappeler. Il y a un cut-off qui est aux alentours de 35 ans où la fertilité va décliner de façon importante. Et bien sûr, après 37 ans, ce déclin va s'accélérer. Pourquoi? Parce que la qualité ovocytaire va baisser et le nombre des follicules va également baisser. On sait qu'il y a un déclin de la réserve ovarienne chez les femmes avec l'âge. Bien sûr, c'est important parce que aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui se marient plus tardivement et le panel des femmes au-delà de 40 ans qui arrivent dans nos centres spécialisés augmente de façon importante. D'ailleurs, au Danemark, une étude a démontré que ça a pratiquement doublé en 7 ans, c'est-à-dire que c'est passé de 9 à 15% le pourcentage des femmes qui ont au-delà de 40 ans qui vont arriver pour un problème d'infertilité. Et quand on connaît l'effet de l'âge, sur la fertilité, il est important d'agir probablement plus rapidement. Cette diapositive est intéressante pour vous dire que on a pratiquement aujourd'hui plus de 50% des femmes au-delà de 35 ans qui arrivent au centre de fertilité. Il y a même 27% dans notre centre qui arrivent au-delà de 38 ans. Or, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et au-delà de 38 ans, voire au-delà de 40 ans, les chances de grossesse, même quand on arrive aux techniques d'assistance médicale à la procréation, vont décliner de façon importante. Alors, quand on parle d'infertilité, le diagnostic, je pense que vous savez tous ce que sont les anovulations. C'est pratiquement une femme sur 5 qui va arriver pour un problème d'anovulation. Alors, il y a des signes probablement avant-coureurs. C'est une aménorrhée ou des spanioménorrhées. Et bien sûr, le plus souvent, il s'agit d'ovaires polykystiques. Permettez-moi de m'arrêter 2 minutes, voire même 1 minute là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont étiquetées OPK sans qu'elles le soient. Alors, rappelez-vous de ça. 3 critères pour définir les ovaires polykystiques. Les troubles du cycle menstruel, l'hypertrichose avec les signes d'hyperandrogénie et les signes échographiques qui sont l'augmentation du volume de l'ovaire et une hypertrophie de la corticale. Quand est-ce qu'on parle d'ovaire polykystique? Quand il y a au moins 2 critères de ces 3 critères. Si vous avez une échographie alors que la femme n'a pas d'hyperandrogénie, n'a pas de trouble du cycle, ne l'étiquetez pas ovaire polykystique. Si vous avez une femme qui a des spanioménorrhées, qui n'a pas d'hyperandrogénie, qui a une échographie normale, ne l'étiquetez pas ovaire polykystique parce qu'on est OPK pour la vie. Donc il y a des femmes qui ont traîné ce diagnostic pendant des années alors qu'on a dû le corriger. Quand on leur dit, madame, vous n'êtes pas OPK, elles tombent des nues, elles m'ont dit, mais ça fait 10 ans qu'on me dit que je suis OPK. Donc, de grâce, rappelez-vous de ces 3 éléments qui sont extrêmement importants. Je les redis. Trouble du cycle, signes d'hyperandrogénie et les signes échographiques. Vous avez besoin de 2 critères, pas d'un seul. Si vous avez les 3, bien sûr, c'est une forme complète. Bien sûr, il y a d'autres anomalies, comme les hyperprolactinémies, les problèmes de thyroïde, etc., les obstacles mécaniques, je vais passer rapidement. Les femmes qui ont déjà eu des curetages, ils vont avoir des synéchies, ils vont avoir des anomalies au niveau de la glaire cervicale. Or, la glaire, on sait qu'elle est importante pour permettre le passage des spermatozoïdes. Et j'en passe, les femmes qui ont déjà eu des conisations, voire même des amputations du col. On a un peu forcé pour soi-disant être passé en zone saine. Je pense qu'il faut toujours réfléchir chez ces femmes aux problèmes de fertilité, parce qu'on peut causer des problèmes. Les obstacles utérins, je vous ai dit, les problèmes de synéchie, mais également, on peut trouver des gros polypes qui peuvent être responsables. Là, leur résection par hystéroscopie va résoudre le problème et les femmes peuvent tomber enceintes dans les 2-3 mois qui suivent. Un myome utérin intracavitaire, il va jouer le rôle d'un stérilet, d'un dispositif intra-utérin. Donc là aussi, on peut les enlever. Les obstacles tubaires, vous les connaissez, les hydrosalpinx, les sténoses interstitielles ou ampulaires. Je vous donne quelques exemples. Vous allez les voir sur les hystérosalpingographies. Et bien sûr, leur diagnostic va reposer sur l'hystérosalpingographie, qui est un examen indéniable. On ne peut pas démarrer un traitement dans un cadre d'infertilité si on n'a pas au minimum une hystérosalpingographie chez ces femmes pour être sûr que leur trompe fonctionne. Sinon, vous allez traiter
de façon vaine, ça ne sert à rien. L'endométriose, bien sûr, aujourd'hui, est une pathologie qui est extrêmement fréquente. C'est 8 à 10% de la population mondiale. Il faut se rappeler que l'endométriose va causer 2 symptômes essentiels qui sont la douleur. Ces femmes peuvent souffrir de douleurs chroniques. Ça leur pourrit leur vie et leur qualité de vie. Et bien sûr, l'infertilité. Il y a des éléments cliniques et échographiques qui peuvent nous orienter, voire même radiologie comme l'hystérosalpingographie. Mais c'est l'IRM et parfois la célioscopie quand on est obligé de la réaliser qui va nous donner le diagnostic. Alors, en ce qui concerne l'homme, bien sûr, il faut savoir que la spermiogénèse, elle est sous le contrôle de l'axe gonadotrope, notamment l'axe hypothalamo-hypophysaire. Je vais passer rapidement, ça c'est juste des rappels. Et donc, ce sont les caractéristiques. Alors, pour faire un spermogramme, on demande à un homme d'avoir une abstinence de 3 jours. Sachez qu'entre 1 et 5-6 jours, c'est suffisant, c'est-à-dire que s'il a une abstinence d'1-2 jours ou de 5-6 jours, c'est la même chose. Il y a des études qui ont démontré qu'on n'est pas obligé de fixer un critère de 3 jours. Pourquoi 3 jours? C'est pas parce qu'on est plus fertile, c'est que l'OMS a été obligé de choisir des critères. Et comme la spermiogénèse varie énormément chez un homme, d'ailleurs, il y a une étude assez intéressante. L'OMS a choisi un homme qui s'est porté volontaire à faire un spermogramme tous les 3-4 jours pendant 20 ans. Vous allez trouver cette étude. Il y a des moments, il était en azospermie. Cette personne a eu 3 enfants dans sa vie. Et donc, vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de choses qui impactent la spermiogénèse. D'où, bien sûr, quand on fait un spermogramme, s'il est anormal, qu'est-ce qu'on va faire? On va le redemander. C'est important. Attendre 2-3 mois en moyenne pour redemander, parce qu'on sait que le cycle de la spermiogénèse, c'est 72 jours. Il faut attendre 2 à 3 mois pour refaire ce spermogramme avant de dire, monsieur, vous avez un problème d'infertilité et que ça va le déprimer, ça va remettre en question plein de choses et surtout l'homme marocain est assez macho et dès qu'on parle de fertilité, on pense aussi à sa virilité alors qu'il n'y a aucune relation entre la virilité et la fertilité. Donc je vais passer parce que je suis limité par le temps. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de glandes qui vont interférer pour optimiser ou altérer le sperme, qui sont les vésicules séminales, la prostate, etc. Le volume, ça c'est 2 à 6 millimètres, et ce qui est 6 millilitres, et ce qui est important, parce que j'essaie de passer des messages, ne tenez pas compte d'un critère au niveau du spermogramme. Il faut voir le spermogramme dans sa globalité. Je vous donne un exemple. Un homme qui a un volume du spermogramme, avec un volume de 4,5 ou 5 millilitres, qui a 12 millions, donc il y a effectivement une baisse, parce que c'est 15 millions, mais il a 65% de mobilité A plus B, il a 45% de forme normale, il a 75% de vitalité. Est-ce qu'on va estimer que cet homme est infertile? Quand on prend dans la globalité le spermogramme, cet homme peut avoir 10 enfants s'il le faut, et bien sûr si sa femme est également fertile. Donc, ne prenez pas un seul critère et lui dire, voilà, vous l'entourez, parce que je reçois des spermogrammes, s'entourer et lui dit, monsieur, oui, vous avez 1,5 millilitre de volume, il y a un problème. Et quand je lis le reste, il a 120 millions par millilitre, et il a une mobilité, une vitalité qui sont normaux. Je dis, mais monsieur, il n'y a pas de problème. 1,5 ou 2 millilitres, franchement, ça change quoi à la donne? Donc voilà, c'est des éléments que je veux passer. Donc là, juste pour vous dire que l'OMS a changé les critères et en 30 ans, on est passé pratiquement de 40% de forme normale à 4%. Et ça, on va probablement la baisser dans les décennies à venir. C'est vraiment une sonnette d'alarme que l'OMS doit tirer aujourd'hui. Pour quelle raison? Probablement par toutes les influences toxiques que vit l'homme, le tabac, le stress, les problèmes de pollution atmosphérique. Je pense que le sperme est beaucoup plus sensible que ne le sont les ovocytes, même si aujourd'hui, on voit dans nos contrées une baisse importante des réserves ovariennes, même chez des femmes très jeunes. Alors, je vais passer sur les étiologies. Je ne sais pas si je recule. Non, pardon. Alors, la morphologie, ça c'est juste des éléments. Vous voyez comment on a baissé pour arriver en 2008 à 4% de forme normale, alors qu'on était à 40, voire même à 60% il y a quelques décennies. Voilà l'environnement, le mode de vie, etc. Aujourd'hui, on a des logiciels d'analyse qui sont beaucoup plus précis, qui savent faire une bonne lecture même de la morphologie, parce que c'est important de travailler avec un bon biologiste. Quand je dis un bon biologiste, ce n'est pas
C'est un biologiste qui est spécialisé dans la fertilité. Je pense qu'aujourd'hui, à notre niveau, on doit aller vers la spécialité. Pour notre part, on a vécu des drames avec des couples chez qui on avait des spermogrammes pratiquement normaux, chez des maris qui avaient des macrocéphalies, pratiquement ce qu'on appelle les mutations orcacées, c'est des maladies où il ne fallait même pas envisager une fécondation in vitro et déclarer l'homme définitivement stérile, parce que le technicien n'a pas vu la macrocéphalie totale et il a estimé que les spermatozoïdes étaient tous normaux. Voilà, donc les étiologies, il y a les infertilités obstructives, les troubles de l'éjaculation, les troubles de la spermatogénèse, mais je rajouterai aussi les troubles érectiles. Il y a des hommes, dans notre pratique, on voit ça, il y a des couples qui n'ont pratiquement pas de rapport, soit pour un vaginisme, soit pour des troubles érectiles chez l'homme. Et donc, ça crée des problèmes. Ils vont venir pour demander d'emblée des inséminations, voire même des fécondations in vitro. Mais quand on creuse, on se rend compte que ces couples n'ont pas de vie sexuelle. Je pense que c'est des couples qu'il faut plus orienter vers des sexologues que vers des centres de fertilité, parce qu'il est important qu'ils résolvent leurs problèmes de troubles érectiles. Alors, les infertilités, les étiologies, il ne faut pas oublier les causes génétiques. Je vais passer là-dessus, parce que dans des OATS très sévères, et dans les azospermies, on doit demander des cariotypes, voire même des éléments, des examens un peu plus poussés, comme la microdélétion du chromosome Y, voire même des mutations géniques. Ça, c'est une mucoviscidose avec une anomalie obstructive. En général, chez ces couples, chez ces hommes, on trouve des spermatozoïdes facilement quand on fait une biopsie testiculaire. Les infertilités obstructives, les troubles de la spermatogénèse, ça, c'est un syndrome de Coleman. C'est un hypogonadisme hypogonadotrope. Vous allez trouver une FSH et une LH très basse, inférieure à 1. C'est des hommes qui ont un profil particulier avec un prognatisme, un micropénis. Les troubles aussi, les microdélétions du chromosome Y, les ectopies testiculaires. Aujourd'hui, les pédiatres ont tendance à examiner les bourses à la naissance. Malheureusement, ça ne se faisait pas avant parce qu'il y avait beaucoup d'accouchements à domicile. Et il y a des hommes qui se retrouvaient avec des ectopies jusqu'à l'âge de 35-40 ans. Aujourd'hui, on les voit. Varicocèle assez historique, heureusement qu'on n'en voit pas beaucoup. D'autres étiologies. Alors, le bilan féminin, je vais également essayer de m'arrêter quelques temps. La courbe ménothermique, je pense que vous pouvez l'oublier. Vous la trouverez dans certaines références. Elle est tellement compliquée, elle change tellement qu'on peut ne plus la demander, parce que moi, dans les temps étudiants, on me demandait, faites la courbe ménothermique, cherchez le nadir pour voir si la femme ovule, etc. Franchement, on peut l'oublier. L'hystérosalpingographie, élément indéniable, elle doit se faire en première partie de cycle pour éviter justement que la femme ne soit enceinte. Les radiologues sont très à cheval dessus. Et bien sûr, elle va analyser différents problèmes. La cavité utérine, là, c'est des tuba erecta, c'est des signes assez évocateurs d'endométriose. Là, c'est des signes d'adénomiose. Vous voyez, c'est des petits signes d'addition au niveau du fond avec des tubes, des trompes qui sont assez rigides à leur entrée. Là, c'est une synéchie, vous voyez, une synéchie utérine, bien heureusement à la suite d'un curetage. Il faut savoir aussi, je ne sais pas si vous le savez, vous l'avez dit, qu'on dit que Karman n'a pas éclipsé Asherman. Karman, c'est les sondes, c'est celui qui a inventé les sondes d'aspiration, parce qu'aujourd'hui on parle d'aspiration, on ne fait plus de curetage. Asherman, c'était les curettes avec lesquelles on travaille. Malheureusement, on a encore, même avec les aspirations, des syndromes d'Asherman ou des synéchies assez étendues. Alors, évaluer la réserve ovarienne, je pense que vous savez tous ce que c'est que la réserve ovarienne. C'est un élément qui est dynamique. La réserve ovarienne n'est pas quelque chose de statique, parce que la femme, elle va fabriquer des follicules de façon cyclique. On connaît tous le phénomène du follicule dominant. Il y a un ensemble de follicules qui vont commencer leur croissance chaque mois, et puis par des phénomènes dont je vais vous parler, il va y avoir un phénomène de dominance, et les autres follicules, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller dans l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort cellulaire. Donc il y a un follicule dominant et tous les autres vont mourir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs dans les stimulations d'ovulation? On empêche cette apoptose. On ne va pas fouiner dans
le stock folliculaire chez ces femmes, parce que ces femmes vont vous dire ah mais j'ai une AMH qui a baissé ou j'ai une baisse de réserve ovarienne parce que j'ai eu plusieurs stimulations, j'ai fait plusieurs inséminations, j'ai fait plusieurs fécondations in vitro. Dites-lui non madame, parce que on a juste évité le phénomène d'apoptose, la mort cellulaire qui se produit chaque mois. Et chaque mois, chaque femme va amener un certain nombre de follicules pour qu'il y ait un seul, parce qu'il y a le phénomène de dominance dans notre race. Alors, il est utilisé pour donner un pronostic et aussi parfois pour rassurer des femmes qui vont venir au bout de 4-5 mois de mariage. Elles ont l'impression que le premier mois, elles doivent être enceintes et que si elles tombent pas enceintes, c'est le drame. Et comme il y en a celles qui vont attendre 10 ans parce qu'elles sont fatalistes. Alors, celles qui vont attendre 4-5 mois et venir assez rapidement, il faut savoir les rassurer et certains examens peuvent vous orienter pour lui dire, madame, il faut attendre un petit peu. Vous n'avez pas encore puisé toutes vos chances de tomber enceinte spontanément, sachant qu'il y a 15% de chances de grossesse par cycle quand tout va bien. 15% par cycle. Comme quoi, nous, on fait un peu mieux que la nature. Alors, il y a des éléments statiques, des dosages que nous faisons, et il y a des éléments dynamiques qui nous permettent de voir comment une patiente peut répondre à une stimulation ovarienne, ce qu'on appelle les tests dynamiques. Alors, l'âge, cette diapositive de cet ami Pedro Bari, c'est un copain qui est avec moi dans la Mediterranean Society, avait sorti cette étude, rappelez-vous, elle est importante, pour nous dire quel est le cut-off chez les femmes qui sont en fécondation in vitro. C'est 5000 femmes qui ont été évaluées. Regardez, avant 37 ans, il y a uniquement 15% de mauvaises réponses et 45% de grossesse en FIV. Ça passe à 38% de mauvaises réponses et uniquement 24% au-delà de 37 ans de chance de grossesse. Donc l'âge chez la femme est extrêmement important. Alors la FSH, qui demande la FSH aujourd'hui? Si je vais demander aux gens dans la salle de lever le doigt, qui demande la FSH comme élément d'évaluation de la réserve ovarienne? Personne, ça me rassure. Donc je vais passer rapidement. Écoutez, la FSH aujourd'hui, depuis les études de Brookmans en 2006, il a démontré que la FSH était un très mauvais indicateur de la réserve ovarienne parce qu'il varie d'un cycle à l'autre et beaucoup de choses font varier cette hormone. Donc je passe, pas besoin de demander la FSH ni la LH d'ailleurs. Par contre, vous pourrez la demander si vous voulez avoir des éclaircissements sur les ovaires polykystiques parce qu'on sait qu'elles ont une LH tonique. Vous la demandez à J2, J3 et la FSH sera la moitié, c'est-à-dire rapport LH sur FSH sera supérieur à 2. C'est-à-dire il faut que vous ayez, avec une FSH à 4, il faut que vous ayez une LH à 8, 9 ou 10, etc. Le stradiol non plus ne sert à rien. Le compte des follicules en trop est un élément très important. C'est quelque chose qu'on fait au 2e, 3e jour du cycle de préférence. Et il nous permet de calculer le nombre de follicules dans chaque ovaire, des follicules en trop. C'est ces follicules qui vont être sous l'influence de la FSH. Et vous allez pouvoir compter ces nombres de follicules. Quand il y a moins de 5 follicules en trop dans les 2 ovaires, faites attention, ces femmes sont en train de décliner leur réserve ovarienne. Entre 5 et 10, c'est moyen, c'est pas top. Entre 10 et 16, c'est l'idéal quand vous avez 10-16 follicules sur les 2 ovaires. Et parfois, vous en avez beaucoup plus. C'est le cas, par exemple, des ovaires polykystiques. Ces femmes peuvent nous poser un problème parce qu'elles peuvent répondre de façon excessive et causer ce qu'on appelle des hyperstimulations. Donc, rappelez-vous de ces guidelines. Moins de 5, 5, 10, 11, 15, c'est la norme. 16, 25, c'est les meilleurs. Et au-delà de 25, c'est des femmes qui sont dangereuses à stimuler, enfin, qui peuvent nous poser des problèmes. L'échographie est assez stable. Quand vous avez un bon échographe, une bonne machine, une bonne sonde endovaginale et que vous êtes un bon échographiste, c'est quelque chose de stable que vous pouvez faire à un cycle ou à un autre. Les résultats sont assez stables. Donc, on peut améliorer l'efficacité du compte des follicules en refaisant une échographie à J7. Pas très important, hein. Franchement, moi je le fais pas. J3, J2, J3, c'est largement suffisant. Et bien sûr, vous voyez que ce compte des follicules est directement corrélé aux chances de grossesse. Plus le nombre de follicules en trop est élevé, plus ces femmes qui vont aller au cas où vous indiquez, par exemple, une assistance médicale à la procréation, des chances de grossesse meilleures. Et donc, au final, on va me dire FSH, estradiol, pas top, AFC, c'est moyen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez aujourd'hui entre les mains une hormone qui est assez stable, que vous pouvez demander à n'importe quel moment du cycle. C'est l'hormone anti-mullérienne. Elle varie très peu pendant le cycle. C'est une
hormone qui nous donne une idée sur le vrai capital, puisqu'elle est sous l'action des follicules primaires, secondaires et primordiaux, donc le vrai capital au niveau des ovaires, plutôt que la FSH qui agit uniquement des follicules en trop. Je pense que vous êtes limité par le temps. Alors l'AMH, il faut savoir qu'elle a une action anti-FSH. Je pourrais avoir 2 minutes de plus ou pas, non? D'accord, il n'y a pas de souci. Alors vous voyez que l'AMH, elle va baisser dès que les follicules en trop va se développer. Donc il y a un rôle anti-FSH de l'AMH. D'ailleurs, il empêche l'emballement des follicules. Il y a tellement de choses à dire malheureusement. Donc vous voyez que c'est un bon critère d'évaluation de la réserve ovarienne, au même titre que l'échographie, le compte des follicules en trop, vient ensuite l'âge de façon beaucoup moins spécifique. Alors une femme chez qui vous avez voulu trouver une AMH basse, qui n'a pas encore de problème de fertilité, il ne faut pas l'inquiéter. Nous-mêmes, nous avons fait une étude je vais avancer, on a pris les femmes qui avaient une AMH très basse, c'est une étude que vous trouverez dans le PubMed, les femmes qui ont même une AMH à moins de 0,4, ces femmes gardent une chance de grossesse, parfois même spontanée. Donc il ne faut pas les inquiéter, l'AMH n'est pas forcément un facteur de fertilité, mais un facteur de temps. Ces femmes doivent savoir qu'elles n'ont pas beaucoup de temps pour agir. Donc voilà, il ne faut pas que la femme soit sous pilule pour qu'elle fasse son dosage d'AMH, c'est le seul inconvénient, sinon elle peut le faire quand elle veut. Et au final, je pense que l'AMH et le compte des follicules en trop nous suffisent aujourd'hui pour évaluer une bonne réserve ovarienne. On peut rajouter un peu d'autres éléments comme le BMI, les problèmes d'endométriose, etc. Bilan masculin, je vous ai dit, spermogramme, on en a déjà parlé. Quand il s'agit d'une azospermie, ne dites pas au mari, vous n'avez plus aucune chance. Aujourd'hui, les microthésées, on travaille au microscope, on peut trouver jusqu'à 70% ce spermatozoïde chez ces couples. Alors, les aspects thérapeutiques, 2 éléments juste à garder en tête. Il faut demander à ces couples d'être patients et d'être persévérants parce qu'aucun médecin ne leur donnera la baguette magique. Aujourd'hui, on leur donne un process, un protocole de prise en charge. Il faut faire ça. Si ça marche pas, on fera autre chose. Si ça ne marche pas, on fera autre chose. Donc, ça, c'est important parce que si vous leur donnez trop d'espoir, ils vont finir par vite déchanter quand ça ne marchera pas. Donc voilà, voilà les infertilités inexpliquées, on peut en parler si vous voulez. Les IAC, la fécondation in vitro, ça c'est des choses qui relèvent du spécialiste. Et bien sûr, l'objectif dans tous les cas de ces couples, c'est d'amener un jour un bébé en bonne santé à domicile, pas des jumeaux, pas des triplés, parce que ça fait aussi partie des accidents d'assistance médicale à la procréation. Et je vous remercie. Merci à vous, professeur Sfrewi. C'était très clair, très riche et très généreux. Mais on est limité par le temps, donc